Bonjour et bienvenue sur la deuxième séance webcast 2020 de la communauté Cisco en français. Je m'appelle Jimena Saez et je suis la modératrice de la communauté pour la langue française. Je veux donner la bienvenue sur le plateau à notre expert en routage et commutation, Alain Faure. Nous le remercions de participer avec nous pour vous amener cette nouvelle émission dédiée au sujet de la mise en œuvre de AutoQoS pour des switches Cisco Family Catalyst 9000. À tous nos clients, partenaires et collaborateurs en général, ainsi qu'à tous ceux qui nous écoutent, nous vous remercions de nous permettre de nous connecter avec vous pour atteindre les différentes régions francophones à travers le monde. Au nom de toute l'équipe de la communauté Cisco qui m'accompagne aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons dans cette émission. Alors, si vous vous intéressez au SD-WAN, nous venons de lancer une foire aux questions Ask Me Anything ou Demandez-moi n'importe quoi avec Juan Rangel et Gary Bolivar. Celle-ci, elle est exclusive client partenaire et se déroule du 7 au 21 février. Vous verrez sur le panneau du chat le lien qui sera publié par mon collègue. Nous aurons aussi un événement déjà pour le mois de mars. Si vous vous intéressez à la cybersécurité, la communauté en français organise aussi pour le mois de mars un événement Community Live réservé au concept sur les intrusions. Cet événement public aura lieu le 3 mars à cette même heure et il sera présenté par Boubaker Kerfala, un expert dans l'enseignement qui vient d'Algérie, et nous sommes impatients de le rencontrer au plateau. Et puis, et pour faciliter vos recherches, parmi nos contenus, nous ajoutons toujours des balises. Et c'est pour une balise, ce sont les mots-clés en rapport au sujet traité qui peuvent vous orienter pour retrouver dans le moteur de recherche les meilleures solutions dans la communauté. D'autre part, tous les membres qui ouvrent de nouvelles discussions sont priés de signaler les meilleures réponses en leur attribuant l'étiquette de solution acceptée. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le libellé qui s'affiche en dessous de chaque réponse. Et pour quoi faire? Dans le moteur, vous avez la possibilité de trier les discussions qui contiennent les solutions acceptées. Finalement, les compliments aussi encouragent la participation de nos membres et l'attribution d'étoiles peut être accordée à ceux qui soutiennent dans vos enquêtes, mais aussi à ceux qui contribuent avec les meilleures solutions. Alors, faites-le ressortir de l'anonymat et complimentez-les avec cette distinction. Vous leur donnez une étoile et certainement ils seront nominés pour les Spotlight Awards. Et c'est quoi le Spotlight Award? Bien sûr, tous les mois, nous sommes à la recherche de nos meilleurs contributeurs dans la communauté en français. Alors, le nombre de solutions apportées et les compliments nous permettent de les élire. Mais aussi, rappelez-vous que non seulement les discussions sont valables, si vous publiez un blog ou un document technique, votre participation sera plus importante. Voulez-vous être nominé au Spotlight Award? Ne manquez pas de consulter tous les détails sur le lien qui sera affiché sur le chat. Et puis, nous arrivons à l'introduction de notre séance webcast. Ce webcast aura environ une durée de 70 minutes et à la fin, nous essaierons de répondre à quelques questions de l'audience. Nous n'aurons pas un question manager, c'est important à signaler. Alors, si jamais la séance s'achève, vous pourrez toujours retrouver les réponses à vos questions par écrit après l'événement dans la page d'inscription. Tous les fichiers seront disponibles à partir de la page principale et si les liens ne marchent pas, accordez-nous quelques minutes pour finir leur paramétrage. Puis, je vous présente, voici notre expert en routing and switching, Alain Faure. Alain Faure est chef de projet d'infrastructure informatique, spécialisé dans des réseaux Wi-Fi, sécurité, collaboration et data center. Avec plus de 30 ans d'expérience dans ces technologies, il est basé à Bruxelles, en Belgique. Alain travaille pour des entreprises ATI et de taille internationale, aussi bien en Europe qu'en Asie,
jusqu'à des périmètres d'une dizaine de milliers d'utilisateurs, ainsi que pour des institutions publiques. Il est certifié CCIE en Routing and Switching en 1935. Cet événement est gratuit et ouvert à tous les publics, y compris partenaires commerciaux, ingénieurs réseau et télécommunications, étudiants, clients Cisco. Faute de candidats, nous n'aurons pas un question manager pour ce webcast, raison pour laquelle il se peut que la plupart de vos questions seront répondues après l'événement pour optimiser le temps de cette séance. Vous pouvez télécharger la présentation déjà sur le site avec le lien qui sera affiché sur le chat. Et puis maintenant, sans plus de délai, je vous présente et je cède la parole à Alain Faure qui est avec nous. Merci beaucoup. Bonjour. Donc, on va commencer l'agenda par présenter ce qu'on va voir lors de cette session. On va faire quelques brefs rappels sur la QoS. Ensuite, on va expliquer de quelle manière AutoQoS est mis en œuvre. On va parler aussi des canevas ou templates qui sont générés par AutoQoS. On va faire des rappels sur les principaux mécanismes de la qualité de service. Et puis on va terminer par des applications des principaux mécanismes de QoS dans le cadre de l'AutoQoS. Et à la fin, il y aura un petit chapitre sur WRID. Donc première partie, la présentation. La présentation. Alors, donc cette session est une introduction aux techniques de QoS sur Catalyst 9000. Pour avoir tous les détails, je vous recommande beaucoup de lire Cisco Catalyst 9000 Switching Platform QoS on Queuing White Paper. Et puis, donc la QoS, on peut dire qu'elle est nécessaire dès que le réseau transporte des flux sensibles, voix, vidéo, signalisation, conférence. Et il faut aussi qu'il rencontre une situation de congestion. J'aurai l'occasion de le rappeler, parce que je considère un peu que cette présentation, normalement il doit y avoir un peu tous les niveaux et peut-être des gens qui n'ont pas nécessairement l'habitude de faire de la configuration de QoS. AutoQoS est une fonctionnalité qui permet en fait de faciliter la configuration de la QoS. Ça veut dire que ça ne va pas faire vraiment les choses à votre place, mais par contre, ça va permettre de créer un cadre qui va pouvoir être modifié. Et puis, on va voir de quelle façon on met en œuvre QoS sur un switch de la famille Cisco Catalyst 9000. Ça sera un peu différent de ce qu'on a pu connaître sur la QoS auparavant. On va le faire sur l'iOS XE Gibraltar 16.12.x. Donc note sur l'utilisation d'AutoQoS. Alors, donc ça c'est une note, disons plutôt même aussi mise en garde. Donc la mise en place d'AutoQoS ne se fait que quand on connaît bien les mécanismes de QoS. Elle ne doit surtout pas être déployée à l'aveugle pour améliorer un réseau qui est déjà lent. C'est-à-dire que si vous avez des lenteurs, des problèmes ou des choses comme ça, il faut déjà débugger le réseau pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et éventuellement, ensuite, vous pouvez mettre en œuvre de la QoS. Mais généralement, la QoS, ça se met en œuvre à l'installation du réseau. On prévoit de mettre sur le réseau de la voice over IP, de la vidéo, des choses comme ça. Donc, on configure la QoS auparavant. Chaque fonctionnalité déployée par AutoQoS doit être comprise et prévue. C'est pas une commande magique, il faut vraiment voir ça comme un template assez pratique. De toute façon, la plupart des mises en œuvre d'AutoQoS sans vraiment comprendre ce qu'on fait, ça se solde plutôt par une baisse des performances en cas de congestion. Par contre, c'est très intéressant d'avoir quand même une connaissance d'AutoQoS parce que vous allez le rencontrer pratiquement sur toutes les implantations de LAN d'entreprise. C'est-à-dire que maintenant, la plupart des entreprises
ont de la voice over IP, du téléphone, font de la conférence. Et donc, vous allez toujours trouver quelques lignes de configuration dans les interfaces ou plus globalement pour gérer la QoS au niveau de l'équipement. Ça peut être switch ou routeur, mais bon, là, on va parler plutôt des switches. Bref, rappel sur la QoS. Donc, je rappelle, parce que ça c'est vraiment fondamental, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire de la QoS, j'ai mis un petit schéma qui se trouve là sur la droite. La QoS n'est utile et opérationnelle qu'en cas de congestion. Ça veut dire, si vous voyez le premier entonnoir là, qui se trouve en haut, vous avez 4 voitures sur un autoroute. Ces 4 voitures, elles sont sur 4 voies séparées, en même temps, à un instant T, voilà, elles sont à la même hauteur. Et puis, l'autoroute de 4 voies devient une route à 2 voies. Et donc, vous voyez que au même moment, on ne pourra avoir que 2 voitures. Donc, ça veut dire que parmi les 4 qui se trouvent à gauche, il va falloir faire un choix pour savoir lesquelles vont se retrouver à droite, les premières, et simultanément. Donc, en fait, c'est ça la qualité de service. Définir quelles vont être les voitures rouges qui vont passer en premier, celles qui sont prioritaires, et les voitures roses qui, elles, passeront après, qui seront moins prioritaires. Par contre, si vous voyez le schéma qui se trouve juste en dessous à droite, sur l'entonnoir, vous voyez en fait que on a une voiture avant et que après l'entonnoir, elle a toujours gardé la place sur la file, etc. Donc dans ce deuxième cas, il n'y a pas de congestion. Il n'y a pas besoin de choisir entre des informations qui vont être concurrentes et qui vont avoir besoin de plus d'espace, de plus de bandes passantes qu'il y en a. Donc la QoS là n'aura pas d'impact, elle ne va pas être opérationnelle. Donc en fait elle sert à rien. Ça veut dire, si vous avez je sais que c'est une question qui se pose souvent, mais si vous avez un lien qui fait 1 mégabit par seconde, et que vous avez un flux qui fait 10 kilobits par seconde, voilà, ça sert à rien de mettre de la QoS, de toute façon le lien sera jamais saturé, il n'y aura jamais de congestion. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très important à saisir. Alors, la QoS elle est très dépendante du type de trafic, donc, et des caractéristiques des protocoles. Par exemple, vous pouvez avoir de la voix. La voix, généralement, on s'attend plutôt à envoyer et recevoir des paquets de taille relativement petite, hein, mais à espace régulier. C'est normal puisque on fait un échantillonnage de la voix, on l'envoie sur le réseau et donc le téléphone s'attend de l'autre côté à recevoir en temps et en heure les paquets pour pouvoir recomposer la voix. Donc voilà, ça c'est un besoin typique du trafic voix. C'est le cas aussi de la vidéo. Autant sur la voix, alors la voix c'est le trafic qui va être le plus prioritaire parce que ça supporte beaucoup moins bien la perte d'informations que la vidéo. Donc généralement, on aura la voix en plus prioritaire, la vidéo un peu moins prioritaire, etc. Bon, j'imagine pour ceux qui ont travaillé sur la voice over IP ou de la téléphonie, hein, par exemple avec le CUCM, le Call Manager Cisco, vous savez que vous avez 2 types de trafic qui passent par un téléphone. Vous avez d'une part le média, c'est la voix, et d'autre part vous avez la signalisation. La signalisation, c'est ce qui permet en fait d'avoir toutes les fonctions d'appel entre le téléphone et le call manager, et le CUCM, on va dire. Ce sont 2 protocoles, la voix et la signalisation, qui ont des comportements très différents. La voix, j'en ai parlé. La signalisation, elle s'appuie sur du TCP ou de l'UDP, et bon, ça correspond à du transactionnel à peu près classique. Donc c'est pour ça que c'est un type de protocole encore différent. Puis bon, vous avez ensuite soit le HTTPS ou le Telnet qui permettent de consulter des pages
Et là, on est dans le mode qu'on appelle traditionnellement transactionnel. Et puis, vous avez finalement le transfert de fichiers classique, hein, FTP, TFTP. Et là, il n'y a pas un besoin de temps réel vraiment important. Là, donc, le plus prioritaire, on voit, c'est la voix et la vidéo. Ensuite, HTTP et Telnet, parce qu'il y a quand même un utilisateur qui attend une réponse derrière. Et à la fin, FTP et TFTP, parce qu'on a du transfert de fichiers qui généralement se fait en ce qu'on appelle le best effort, meilleur effort. Alors, donc ça, c'était pour définir un peu les types de trafic. La QoS s'appuie sur 3 types d'opérations. La classification, donc ça, en fait, j'ai un peu abordé le sujet en disant que, bah voilà, en fonction des types de trafic, il fallait dire, ça appartient à la voix, ça appartient à la vidéo, à la signalisation, à de transfert de données ou ou à, ou à du best effort. Il y a l'opération de marquage. L'opération de marquage, c'est-à-dire que une fois que la donnée, on sait de quel type elle est, eh ben, il va falloir modifier l'entête du paquet ou de la trame. Paquet, c'est en mode IP et de la trame, c'est en mode Ethernet. Donc il va falloir modifier soit la trame, soit le paquet, ou les deux, pour pouvoir indiquer quelle est la nature, le type d'application. Et donc derrière, eh ben, on aura le traitement qui va bien pour pouvoir donner la priorité à un type ou à un autre type de trafic. Voilà, donc ça c'est ce que nous allons voir. Ensuite, la QoS est présente sur la couche 2 et sur... voilà. Oui, je parle beaucoup. Je parle beaucoup, donc c'est un peu long sur chaque slide. Mais ça va aller plus vite après. Donc la QoS est présente sur la couche 2 du modèle OSI. Donc ça va être les trams, hein, dans l'entête des trams Ethernet. Ça va être le champ COS. Et puis sur la couche 3 du modèle IP avec le champ DSCP. Donc c'est vraiment les deux endroits où on va trouver la QoS. Donc ça veut dire c'est les deux endroits en fait où on va qualifier du trafic pour avoir un traitement adéquat, en fonction de si on est sur des LAN, sur des switches dans un LAN, ou sur des routeurs à travers un WAN par exemple, à travers des liaisons à longue distance. Donc nous, on va plutôt voir ce qui se passe sur la couche 2, mais bon, c'est quand même assez général. Alors, je vous recommande aussi beaucoup, c'est quand vous travaillez sur du Cisco, la lecture des SRND est pour moi indispensable. Alors, généralement, c'est vrai que c'est un peu dépavé, mais c'est vraiment très très bien fait. Et je vous le recommande parce qu'on trouve vraiment beaucoup de choses. Un des intérêts de Cisco, c'est vraiment d'avoir toute cette documentation, donc il faut la lire, c'est vraiment important. Donc, lisez donc Enterprise QoS SRND 4.0 de Cisco, et en particulier le chapitre Quality of Service Design Overview. Ça vous donnera, disons, un complément d'information, ça ira plus en profondeur. De toute façon, cette présentation, c'est surtout un moyen, si vous voulez, de faire un peu une introduction, une présentation à la QoS, un peu vue de haut, mais en ayant quand même une vue sur de la configuration. Mais c'est pas nécessairement quelque chose de simple a priori, donc c'est vrai qu'il faut un peu travailler ça. Alors, les principaux points sur AutoQoS, sur Catalyst 9000, c'est un outil proposé par Cisco pour faciliter la mise en place de la QoS sur les switches. Couche 2 du modèle OSI. On trouve la même chose sur les routeurs pour la couche 3 du modèle OSI. AutoQoS dispose de quelques options en fonction du type d'équipement raccordé sur le switch. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire à AutoQoS, ben voilà, génère-moi une configuration qui sera plus confortable à modifier pour, par exemple, si on branche un téléphone Cisco ou par exemple si on branche une caméra IP.
Donc ça, on le verra dans la partie, tout ce qui concerne les Canva ou templates. Canva, c'est comme ça que je l'appelle en français. Template, c'est ce que vous allez trouver, c'est la terminologie anglo-saxonne. Alors, AutoQS donc, permet de générer une configuration de traitement pour gérer les 3 opérations de QS sur un switch qu'on a déjà vu. Je le répète, ça fait pas de mal. Classification, marquage, traitement. Une configuration générée par QS peut et elle doit être ajustée, c'est-à-dire que en fonction des besoins de votre réseau, de votre LAN, de votre WAN, c'est absolument nécessaire de modifier la configuration. Alors vous allez me dire, ok, modifier la configuration, mais comment je le sais? Eh bien, en fait, ça va dépendre beaucoup, d'une part, des applications et du type d'application qui se trouve sur votre réseau. Donc ça va dépendre typiquement de votre organisation, quel type de données elle gère. On n'aura pas la même chose si c'est une entreprise qui fait du graphisme avec des très lourds fichiers à télécharger de centaines de gigas, ou bien si c'est une start-up dans laquelle on va beaucoup se connecter sur Internet et faire beaucoup de HTTP, et tout ça avec de la voix. Donc, vous voyez, ce qu'il faut d'abord connaître, en fait, c'est les applications qui se situent sur votre réseau. Pour ça, vous avez des outils qui vous permettent de qualifier ce trafic. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, vous avez ce trafic. Mais il y a un support. Donc qu'est-ce que c'est que le support? Ça va être les équipements, switch, routeur, mais aussi évidemment les liaisons. Donc ça veut dire le LAN, vous avez un LAN, un réseau local Ethernet. Vous avez aussi des liaisons WAN, elles ont telles caractéristiques, bande passante, délai. Donc je rappelle d'ailleurs à ce sujet que, et c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est que le délai est aussi important que la bande passante. Quand vous devez respecter les caractéristiques, par exemple, de flux voix, vous devez avoir au maximum 150 millisecondes de décalage d'aller-retour sur une liaison. Donc c'est vraiment des choses qui doivent être regardées. Bande passante, mais aussi les délais. Alors, ensuite, donc principaux points. Il existe aussi une mise en œuvre d'AutoQS sur les switches les plus anciens. En fait, bon, c'est comme ça que j'ai découvert, peut-être quelques-uns d'entre vous aussi, ou c'est même des choses que vous allez retrouver actuellement sur les réseaux. Donc vous avez un type de QoS qui est utilisé sur les 29 000 et les 37 000, quelque chose sur les anciennes générations d'équipements. Et là, vous n'allez pas retrouver le même type de configuration. Ça ne va pas être pareil. Donc c'est pas compatible. Il ne faut pas que vous pensiez que ce que vous avez configuré en AutoQoS sur les switches 29 et 37 quelque chose, vous allez retrouver sur les 9000. C'est pas pareil. La version a changé, c'est la version AutoQoS 4.0 et vous allez retrouver ça dans un peu toutes les lignes de configuration, dans beaucoup de lignes de configuration. D'autre part, sur les catalystes 9000, contrairement aux ISR où tout est logiciel, il y a une limitation qui est due au matériel. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de choses qui sont matérielles. Le support de l'AQS, ce sont en fait des ASIC Doppler qui ont un nombre fixe de files d'attente et un nombre fixe de buffers, minimum, ouais, au minimum. Et cela aussi bien en entrée qu'en sortie. Chaque port d'entrée et de sortie a ses fils qui lui sont dédiés. Et puis, il faut aussi citer un outil qui permet de faciliter beaucoup de choses sur un réseau, mais qui permet donc de faciliter la mise en place et la gestion de la QoS. C'est l'outil AVC, Cisco Application Visibility and Control. Donc ça,
il fait aussi le travail sur les catalystes 9000. Maintenant, nous allons voir l'architecture de la série Cisco 9000. Donc, là, je vous ai mis en fait sur le slide l'architecture du catalyste 9200. Donc, on a un ASIC UADP 2.0 et qui va être utilisé en fait pour les modèles à 28 ou 48 ports. Pour les modèles du style multi-mégabits, vous en avez deux. Les buffers de QoS sont partagés sur tous les ports, pour tous les ports. Parce qu'en fait, un de ces ASIC n'a qu'un seul corps, un seul processeur central. Donc ça, comme je l'ai dit, hein, chaque port a une capacité individuelle de mise en file d'attente. C'est ce qu'on appelle le queuing. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet. Donc sur le slide suivant, l'architecture de la série Catalyst Cisco 9000. Donc voilà, vous savez, il y a un certain nombre en fait de modèles hein, dans la série 9000 pour les catalystes. Pour ce qui concerne, je fais un petit résumé. Hein, donc la Catalyst 9300, on peut avoir plusieurs corps par ASIC. Pour le 9400, on va avoir à ce moment-là une architecture qui va être à base du ADP de XL. Et puis, pour tout ce qui est les séries 9500 et 9600, on va être basé sur de la UDP 3.0. Vous avez sur la droite le schéma qui reprend l'architecture pour un 9600. Donc, les bénéfices, merci, de UADP, en fait, on va avoir donc au niveau de la ZIC une mise en file d'attente prioritaire pour le niveau 2, des buffers qui vont permettre d'absorber les pics importants de trafic, une stratégie de mise en file par port, et puis des algorithmes de gestion de la congestion. Donc c'est ce qu'on va retrouver dans le WRID. Bon, je vais vous parler rapidement de AVC sur Catalyst 9000. AVC sur Catalyst 9000. C'est l'application Cisco Application Visibilité and Control. Elle permet de faire l'analyse en profondeur des paquets pour classifier les applications. Donc c'est ce que je vous disais, hein. C'est important d'avoir un outil. Alors, ça peut se faire de manière automatique comme ça, hein, ou alors ça peut se faire de manière manuelle. Ça veut dire à partir du moment où vous avez fait un audit de votre réseau, que vous connaissez les applications qui tournent dessus, vous pouvez arriver à classifier vos applications. L'AVC en fait peut se déployer sur l'ensemble du réseau, donc sur les points d'accès Wi-Fi, switch, routeur. Il gère les attributs de QoS sur les équipements. Enfin, il fait l'analyse d'application avec NetFlow et l'analyse des performances des applications. Donc, vous voyez, on a à la fois, on a un outil en fait qui permet vraiment d'avoir le contrôle et la vision sur ce qui circule sur le réseau. Alors, là, on vous propose un sondage. On va l'ouvrir. Vous avez quelques minutes pour répondre. On attend vos réponses et on continue l'explication. D'accord. Donc, la mise en œuvre générale de AutoQoS. En fait, c'est plutôt de dire des choses, d'avoir une espèce de présentation en fait sur les informations à propos de la QoS sur les switches de la famille 9000. Donc,
Comme je l'ai déjà dit, AutoQS est une facilité qui permet de générer des templates qui vont pouvoir être modifiés. Nous allons voir donc la mise en œuvre sur le Catalyst 9200 et vous voyez la version d'iOS. Par contre, je vous recommande de lire au sujet de la configuration. En fait, le guide de configuration, c'est le Quality of Service Configuration Guide Cisco iOS XE Gibraltar 16.12.x Catalyst 9200 Switch. Donc vous voyez, en fait, les exemples et les configurations que j'ai mis dans cette présentation sont tirés de se sont inspirés en fait de ce document. Donc à partir du moment où vous avez la configuration de AutoQS à retoucher, eh ben, je vous conseille beaucoup de prendre connaissance de ce qu'il y a dans ce document. Alors, AutoQS est appliqué, donc c'est appliqué sur la running config, hein, c'est-à-dire que vous êtes en mode configuration, vous allez sur une interface et puis vous déclarez l'AutoQS. On va voir comment ça se fait par la suite. Alors, il faut savoir qu'il existe un mode compact, c'est-à-dire que AutoQS en fait génère énormément de lignes de configuration. Pas sous les interfaces, il n'y en a pas énormément, mais par contre en général, ça va faire un peu comme les certificats, qui sont générés, c'est-à-dire que ça va vraiment remplir beaucoup de MLS, QoS, plein de choses derrière. Bon, là c'est peut-être, on va dire un peu plus lisible. Je ne sais pas si c'est plus clair, mais en tout cas c'est plus lisible. Et donc le mode compact permet justement de cacher les lignes de configuration de AutoQS. Moi je pense que c'est pas nécessairement quelque chose de souhaitable, mais bon, chacun fait comme il veut. La configuration AutoQS s'applique sur une interface et il y a différents modes. Donc ça j'en avais un peu parlé. Donc pour les téléphones Cisco, pour les softphones Cisco qui sont sur un PC, et puis par exemple ça peut être en mode trust. Donc on peut faire confiance à des paquets qui ont déjà été marqués par d'autres équipements. On peut truster par exemple le COS, c'est-à-dire si je reçois une trame Ethernet et que l'entête soit positionnée avec un certain COS, je vais dire ok, j'accepte ça et je fais même pas de classification. Ça veut dire, je regarde même pas la nature du paquet. Donc ça fait autant de travail en moins. Pareil, je peux dire, je fais confiance à ce qui est dans la trame IP. DSCP pour moi il est bien, il est configuré. Donc je m'occupe même pas de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Je considère que ça a été positionné correctement. Alors, il y a plusieurs... la configuration générée prend en compte l'entrée et la sortie. C'est-à-dire que c'est aussi bien l'entrée dans le switch que la sortie. Bon. C'est pas juste l'entrée, parce qu'on pourrait penser ça. On a plusieurs niveaux, donc classification, les queues en entrée ou en sortie. On a aussi du mapping entre QoS et DSCP. Donc ensuite, AutoQS est mise en œuvre 3, voilà. Donc pour tout ça, je vous ai remis le QoS Configuration Guide qui va bien. Je vous conseille de toute façon de lire le plus rapidement possible le chapitre sur la configuration de la QoS, Configuring QoS. Et puis, donc là, le petit attention pour se rappeler, c'est pas, je fais beaucoup, je radote, hein, mais bon. C'est pas, vous pouvez pas prendre la configuration d'un ancien switch et la coller sur le nouveau, ça marchera pas. Il faut vraiment refaire la configuration et pour reconnaître, pour différencier l'ancien et le nouveau, vous voyez, c'est que dans le nouveau, on a beaucoup de noms de classes ou de policy qui commencent par AutoQS-4.0.
Voilà. Ensuite, donc, AutoQS, les canevas. Donc, partie 3, ok, les Ciscophones. Donc, comme je l'avais indiqué, si vous savez que vous allez mettre en place des téléphones Cisco sur votre réseau local, eh ben, vous avez dans AutoQoS une commande qui est déjà définie pour prendre en compte le fait que vous allez avoir un téléphone qui soit branché sur le port Ethernet, et donc vous allez taper AutoQoS VoIP Cisco Phone. Donc ça va mettre en place une configuration type que vous pourrez éventuellement modifier par la suite. Hein, c'est pas... mais il va vous mettre en place 3 classes. Alors, la classification, il y a une classification, on va dire, best practice, mais en fait, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. C'est-à-dire ça dépend des besoins, encore une fois, de votre réseau. Donc, il y a 3 classes qui vont être mises en place, EF, CS3 et Default. EF qui va être utilisé pour la voix, tout ce qui est vraiment prioritaire. CS3, ça va être utilisé pour la signalisation, donc SIP, Skippy, Skinny, Skippy, S pour SCCP, et puis défaut, ce sera tout le reste. Il y a une limite, une garantie de 128 000 bits par seconde pour la voix. Donc, AutoQS Canva Trust COS. Voilà. Alors là, en fait, on se situe dans un cadre différent, c'est-à-dire qu'on va avoir un équipement derrière une interface qui génère des trames, parce que COS, hein, on est sur la couche 2 du modèle ISO, donc on est sur les trames, sur l'entête de la trame Ethernet. Donc là, on fait confiance en fait à l'équipement qui se trouve derrière. Alors je sais pas, par exemple, ça peut être un interphone, un bête interphone d'une marque tierce, et cet interphone va positionner, par exemple, le champ COS toujours à 5 pour dire voilà, c'est quelque chose de prioritaire. Donc je positionne les trames, le champ COS des trames Ethernet à 5. Et donc nous, on va dire, quand on reçoit ces trames sur le switch, je fais confiance, je considère que le marquage COS à 5 est OK, donc je fais passer ça et je n'y touche pas. C'est ce qu'on voit là. Donc AutoQS Trust COS, ça va accepter la valeur qu'il y a dans le champ COS par défaut, et puis ça va mettre en place des fils de sortie prioritaires. Donc là, on va avoir une file de sortie à 30% de la bande passante. Le trafic peut être réparti en plusieurs fils, prioritaires, management, conférences multimédia, données, etc. Donc ça, il faut voir ensuite dans le document sur la configuration de la QoS, il faut voir de manière plus détaillée comment va être configuré AutoQS TrustCOS. Alors, je vous fais pas, merci, je vous fais pas tout en détail. Hein. Ce qu'on voit en fait, c'est juste des commandes qui sont prises un peu par-ci par-là, de manière à vous permettre de pouvoir rentrer plus facilement dans la documentation et éventuellement de chercher des choses qui vous intéressent. Alors là, c'est la commande générale qui permet de passer en mode compact. Bon, je suis pas pour, mais je sais que ça peut intéresser certains. Donc là, on tape AutoQS Global Compact et comme ça, vous ne serez pas embêté à la lecture de la configuration. Voilà, donc là, pareil, hein, je vous ai indiqué où est-ce que, dans quel chapitre, vous allez pouvoir, vous faites un search, CTRL F, dans le Configuration Guide avec AutoQS Global Compact et vous allez pouvoir trouver ça. Alors, partie 4.
rappel des principaux mécanismes de QoS. Alors, encore une fois, hein, pour moi, ce cours, c'est quand même une présentation de ce qu'est la QoS. Et donc, c'est toujours nécessaire de faire un rappel. La QoS, c'est quelque chose qui n'est pas simple, hein, j'en sais quelque chose, hein, ça prend du temps avant de vraiment, disons, commencer à maîtriser le truc. Donc, il faut y passer du temps. La QoS aussi, le problème, c'est qu'il faut bien reconnaître que ça peut être éventuellement un peu ingrat, parce que, autant par exemple, quand vous avez un protocole de routage du type OSPF, BGP, ou même éventuellement même du spanning tree, il y a toujours une facilité pour aller voir ce qui se passe dans le routeur ou dans le switch. Il y a des commandes show, il y a des commandes debug, c'est très bien documenté, on voit ce qui se passe de manière dynamique, donc on n'a pas de problème. La QoS, jusqu'à récemment, c'était pas si simple d'aller voir ce qui se passait dans le routeur ou dans le switch, et puis ça demande de générer le trafic qui va bien, donc c'est pas si facile que ça en fait à comprendre par la pratique. Donc c'est pour ça que c'est bien de pouvoir lire et éventuellement de pouvoir se faire aider aussi par des collègues hein, qui ont peut-être plus de pratique dans ce domaine-là. Il y a pas de... Je pense que c'est vraiment une bonne chose que de s'entraider sur le sujet. Alors, mécanisme de QoS, la classification. Donc j'ai déjà abordé le sujet avant, donc ça va être plus facile. Hein. On voit que pour un équipement, ce qui est important, la classification, c'est de reconnaître le type de paquet. Donc, le type de paquet ou le type de trame. C'est-à-dire, ou plus exactement, quelle est l'application qui est véhiculée par la trame ou par le paquet. Donc, en gros, on aura du RTP, signalisation SIP, MGCP, SCCP. Les données, on aura HTTP, Telnet, BestEffort, TFTP, TFTP. Vous voyez, donc on a bien c'est ça que vous devez faire sur votre réseau d'entreprise, c'est-à-dire un espèce d'audit pour déterminer dans quelle catégorie vous allez placer tous vos applicatifs. Bon, par exemple, vous pouvez vous poser la question, par exemple. Tel service utilise du contrôle à distance. Quel est son protocole? Quel est son protocole? Donc, est-ce que c'est du TCP? Est-ce que c'est du DP? Il a quel port? Et tout ça, ça vous permet d'avoir une liste un peu de ces choses-là. Alors, ensuite, une fois que la classification est faite, on passe au marquage. Donc, le marquage. Le marquage, c'est une convention. Elle est définie par un certain nombre de RFC, mais en l'occurrence, il y en a une, c'est la 2474 pour le DSCP. Et alors évidemment, comme c'est une RFC, ça s'applique à tout ce qui est IP. Donc ça va être tout ce qui est dans l'entête IP, donc ça va être tout ce qui est DSCP. Alors, il y a des bonnes pratiques, mais là encore, ça dépend du réseau, de votre réseau et des applicatifs. Peut-être une entreprise qui aura un flux HTTP important va vouloir même séparer différents types de flux. Par exemple, en disant, ça je fais la classe HTTP1 qui a telle caractéristique, HTTP2 telle caractéristique, HTTP3 telle caractéristique. Ça se fait. Hein. Et donc là, on n'est plus dans le cadre, disons, qu'on a l'habitude de voir de manière générale. Donc, pour la voix, généralement, on choisit de marquer les trames Ethernet avec un COS5, les paquets IP avec le champ DSCP AEF, la signalisation, donc je rappelle, SIP, SCCP, signalisation d'un appel téléphonique, ça va être le H323 rentre aussi dans cette catégorie. COS, le COS là on va le mettre à 3, le DSCP à F31,
Pour ce qui est les données transactionnelles, le COS-A2, le DSCP AF21, tout ce qui est best effort, COS-A1, DSCP AF11. Donc voilà, c'est des choses un peu générales, c'est des best practices. C'est juste un exemple. Donc alors, ce marquage est important et il se fait en entrée de réseau. Il faut le mettre au niveau de l'access parce que il ne faut pas que vos switches qui soient en pied de bâtiment ou dans le data center, ils aient à faire ce marquage. Il faut vraiment que ce soit fait à l'extérieur. C'est l'intérêt de marquer les paquets. Et puis ensuite, quand vous allez les envoyer sur le WAN, bah, il faut que les paquets ils soient déjà marqués. Donc c'est pour ça, votre QoS, c'est quand même quelque chose qui doit être défini. Ces classes et ce marquage doit être défini de manière globale à l'entreprise ou à l'organisation. Donc ensuite, le mécanisme de QoS, traitement et mise en fil. Donc, jusqu'à maintenant, moi je vous ai parlé classification, marquage, et après qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, une fois qu'on a les paquets ou les trames qui se baladent dans le réseau, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, je vous rappelle un peu, hein, rappelez-vous un peu du petit schéma que je vous avais montré tout à fait au départ, le coût des autoroutes. Hein. On a une autoroute à 4 voies qui va en autoroute à 2 voies. Donc, il va falloir dire maintenant quelles sont les voitures qui sont prioritaires. Donc évidemment, ce qui va être prioritaire, c'est la voie. C'est vraiment la chose qui n'attend pas. Ensuite, les flux transactionnels. Là, j'ai mis ensemble transactionnel et signalisation. C'est pour ça qu'on va retrouver dans la même file SIP, SCCP, HTTP, Telnet. Bon, ça, c'est de manière absolument arbitraire. Et dans la file priorité 3, on va trouver tout ce qui est best effort, donc tout ce qui va être le backup, ce qui va se faire la nuit, ou FTP, ce genre de choses-là. Donc ça va permettre de dire, priorité 0, c'est ce qui est le plus prioritaire, donc tout ce qui va être dans cette file, je vais l'envoyer en premier. Donc si en même temps j'ai du flux d'informations qui arrive dans la file de priorité 0, dans la file de priorité 2, dans la file de priorité 3, bien évidemment, on va commencer par envoyer le 0, ensuite le 2 et ensuite le 3. Voilà, c'est un peu la chose simple, c'est la mise en file. Ensuite, on a d'autres mécanismes, en particulier mécanisme de mise en forme, le shaping. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le shaping? Le shaping, en fait, c'est quelque chose qui a été... Toutes ces techniques, en fait, c'est des techniques qui ont été mises au point il y a quand même quelques temps, puisque ça date de l'époque où les réseaux étaient relativement lents. Et ça permet, en fait, si c'est un peu comme, on a une grosse vague qui contient X informations, et donc qui va demander une bande passante instantanée énorme. Par exemple, on va avoir besoin tout d'un coup de, je sais pas, 3 mégabits par seconde, qui est la hauteur de la vague, et nous, on n'a pas 3 mégabits par seconde. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette vague, en gros, on va la stocker, on va couper en 6 petits morceaux, et on va envoyer les 6 petits morceaux les uns à la suite des autres. Donc, on va réduire la hauteur de la grande vague, on va faire des vaguelettes, on va réduire la hauteur, on va envoyer comme ça sur le réseau, et ça va permettre de dire, bon, j'envoie mes données sans occuper toute la bande passante. Et en plus, éventuellement, vous voyez, je vais laisser des espaces dans lesquels vont pouvoir s'intercaler d'autres flux qui éventuellement peuvent être prioritaires. Donc, ça permet de contrôler les bursts de trafic. Hein, donc, le shaping. Alors, donc, le mécanisme d'encadrement des flux, le policing. Donc, ce mécanisme-là, il permet de dire, bon, alors voilà, j'ai tel flux, telle bande passante, comment je vais faire pour dire, bon, si je peux envoyer tous mes paquets, je les envoie, mais par contre, si je ne peux pas envoyer tous mes paquets, qu'est-ce que je fais? Parce que je peux les stocker un peu, mais je ne pourrais pas les stocker de manière infinie. Donc, à un moment donné,
je vais avoir trop de paquets qui vont arriver, il va falloir que je m'en débarrasse. Donc c'est ce qui est défini là. On a des techniques qui permettent de dire, bah voilà, au-delà d'une certaine taille d'information, d'une certaine bande passante demandée par le trafic, ben je drop, c'est-à-dire je mets à la poubelle les paquets d'informations. Donc comme ça permet de dire, bon ben voilà, j'envoie je sélectionne tel trafic à envoyer, et si vraiment c'est plus possible, eh ben, tel trafic, celui-là et pas un autre, eh ben, je décide de le mettre à la poubelle. Donc ensuite on a les mécanismes comme autre mécanisme de QoS, on en a évidemment parlé, ce sont les files d'attente. C'est-à-dire que je vous avais dit, voilà, on met l'information dans tel ou tel fil avec priorité 0, 2, 3. C'était arbitraire, hein, on peut choisir d'autres priorités. Et ben maintenant, qu'est-ce qu'on va faire Donc, ça veut dire on les stocke dans des files d'attente et on peut répartir ces files d'attente en entrée ou en sortie. Donc, on va avoir par exemple des files d'attente en entrée, egress, et des files d'attente en sortie, egress. Donc, ça va être là où on va stocker toutes les informations qui arrivent du réseau pour aller vers le cœur, vers la ZIC, et puis toutes les vers le backplane. Et puis ensuite, une fois qu'on va sortir, toutes les informations vont être mises dans des files d'attente en attente de la sortie. Ces files d'attente, c'est elles qui sont situées dans les ASIC. On a un nombre de files d'attente qui est fixe et qui se trouve être défini par port. Chaque port a ses files d'attente. Donc ensuite, les mécanismes de QoS, les buffers de files d'attente. Alors, donc l'information qui va rentrer l'information qui va être stockée dans ces files d'attente, elle va être stockée dans des buffers. Donc il y a un certain nombre de buffers, comme on a vu au départ, qui sont définis de manière fixe. C'est ce qu'on appelle les hard buffers. Ce sont des buffers qui sont dédiés. Et puis on peut rajouter, on peut mettre en fait ce qu'on appelle des soft buffers en disant ben voilà, je définis d'avoir tant de buffers au minimum et tant de buffers au maximum. Et ensuite, en fonction des conditions du réseau, eh ben, j'attribue plus ou moins de buffers sur la file d'attente et elle va se remplir plus ou moins. Donc ça dépend vraiment en fonction des applications. Voilà, donc ça c'est des choses qui sont configurées aussi, qu'on va voir configurées avec AutoQoS. Alors, dans les mécanismes de gestion, dans les mécanismes de QoS, on a aussi la gestion de bande passante. Donc c'est ce qu'on appelle le sharing. Ça veut dire on va vouloir par exemple dire telle file d'attente est prioritaire, telle file d'attente est un peu moins prioritaire, mais aussi au-delà du fait que j'envoie les paquets en premier, quelle taille ces différents trafics qui sortent des files d'attente vont pouvoir prendre sur le réseau. Je peux décider par exemple que priorité 0, il aura que ce trafic qui passe par là, il aura 10% de la bande passante, l'autre il en aura 60, et puis l'autre il en aura 30, par exemple. Ça fait 100%. Bon. 100% de la bande passante qui aura été définie. Donc, je rappelle, c'est toujours mieux de garder, d'être plutôt à 75. Ok. Ah bah c'est un autre sondage. Donc après.
Alors, nous avons un deuxième sondage. La question est, pour mettre en place la QoS pour un poste de vidéoconférence sans téléprésence, vous utilisez. Ok. Donc, partie 5. Donc là, c'est l'application des principaux mécanismes de QoS dans le cadre de l'AutoQoS. Donc là, on a vu quelques-uns, évidemment, je ne les ai pas tous mis, hein, encore une fois. L'idée, c'est d'avoir une approche, disons, de voir un certain nombre de points par-ci, par-là dans tout ce qui est AutoQoS et compréhension du mécanisme pour que ensuite vous puissiez vous documenter et, disons, avoir des points de repère quand vous allez lire l'information. Parce que la QoS, c'est quand même un domaine relativement complexe. Donc, maintenant, nous allons voir l'application des principaux mécanismes de QoS dans le cadre de l'AutoQoS. Donc là, on va passer vraiment à la partie de la configuration. Merci. Donc, alors, la classification. Donc, pour classifier une information, il faut la reconnaître. Déjà parlé. On peut se baser sur différentes choses. On peut se baser sur les informations de QoS existantes dans la trame ou dans le paquet. Trame COS, paquet DSCP. On va dire par exemple qu'on va classifier les paquets dont le champ DSCP est à EF, vous voyez, match IP DSCP EF. On va dire, voilà, je crée une classe qui va s'appeler voix. Et cette classe, ensuite, je pourrais faire des choses avec. Mais ça, c'est là, on voit déjà une façon de reconnaître une classe. Alors, quelque chose d'assez intéressant, c'est le fait de pouvoir aussi, vous avez un réseau avec des besoins particuliers, et il se trouve que c'est la communication entre deux PC. Il y a un PC dont l'adresse va être 1.4.1.1 et l'autre PC 1.2.1.1. Donc, je vais créer une classe qui va s'appeler la classe serveur. Dans cette classe serveur, en fait, je vais dire on utilise l'access list 101 pour pouvoir reconnaître le trafic et il va être versé dans la classe serveur. Après, on verra ces classes serveurs ce qu'on en fait. Donc, classification 2, merci. Il y a une autre possibilité que j'ai trouvée intéressante. C'est pas le genre de choses que vous allez beaucoup utiliser nécessairement, mais ça peut être sympa. C'est par exemple quand l'adresse MAC est inconnue dans la table MAC. C'est-à-dire que le paquet, la trame Ethernet arrive sur le switch, son adresse MAC de destination n'est pas connue. Donc, qu'est-ce que va faire le switch? Il va prendre la trame, il va la broadcaster un peu partout. Et donc, c'est le genre de choses qui peut impacter le réseau. Et c'est ce qui se passe, par exemple, quand on peut avoir dans certains points du réseau, on peut avoir les tables MAC qui sont dépeuplées parce que le CPU, le processeur du switch n'a pas le temps en fait de récupérer l'information, de remettre à jour et le réseau est vraiment très perturbé. Donc pour éviter de créer un trafic supplémentaire, ce qu'on fait, c'est on dit on va limiter tout simplement la bande passante qui va être prise par ce type de trafic. Vous voyez? Donc là c'est un exemple de classification et puis d'avoir un traitement, une policy. Donc ce qu'on fait, on commence déjà par reconnaître le type de paquet. Donc vous voyez, match L2, alors c'est pas 12, hein, c'est L2 pour level 2, level 2. Destination MAC miss manquante. Et tout ça, on va mettre ça dans la classe DST miss pour dire la destination est manquante. On va créer une policy, un traitement qu'on va appeler L2 miss et il va être appliqué pour les trames appartenant à la classe DST-MIS, qu'on a défini plus haut. Pour ces trames, on va dire maintenant
on va mettre le champ IP DSCP à F22, c'est pour le paquet, et puis on va appliquer une police, un traitement pour dire on limite la bande passante à 10%. Donc si on est conforme à cette stratégie, policy stratégie, si on est conforme à cette stratégie, on transmet les trames, et si on est en excès, ça veut dire si on passe au-delà de 10%, tout ce qui passe au-delà de 10%, on les drop, on les élimine. Donc, comme ça, on est sûr que à travers cette interface, on n'aura jamais plus de 10% de trafic dû à des trames Ethernet dont on ne connaît pas l'adresse MAC de destination. Merci. Donc, on peut classifier les paquets d'autres manières. Par exemple, sur la longueur. Hein, on peut dire, voilà, on décide que tous les paquets qui vont être compris entre 7000 et 7759 vont être marqués, le champ DSCP va être marqué CSC4. Alors ensuite, pour faire un traitement, je sais pas, ça peut être peut-être pour l'empêcher, par exemple sur des lignes WAN qui sont très très lentes, peut-être pour empêcher les paquets de passer et donc de perturber le trafic voix, ou pour l'obliger à prendre tel ou tel endroit. Donc voilà, c'est aussi une possibilité. Vous avez la classification aussi par VLAN. Donc vous voyez match VLAN 210. Et puis on peut regrouper les types de classes qu'on a définis par classe en utilisant class map. Donc class map, une class map par an, et derrière match classe enfant 1, enfant 2, etc. Ça, c'est aussi une autre façon de faire la classification. Alors, une fois qu'on a fait la classification, comme on sait, il faut faire le marquage en entrée. Donc le marquage en entrée, c'est vraiment de dire, bon, par exemple là j'ai une classe voix, et ben je vais modifier le champ COS, je vais le mettre à 5. Alors il y est peut-être pas, je sais pas, ça vient de n'importe quel type d'équipement, n'empêche que ma trame Ethernet qui est à 5, ma trame Ethernet, dans le champ COS, je mets 5. Et c'est ce que fait cette ligne de commande. On aura la même chose pour le champ DSCP, avec les champs de l'entête IP, avec le précédence, et puis aussi un mécanisme qu'on appelle le QS group. Donc c'est ce qu'on voit sur le slide d'après. Marquage en entrée 2. Où on voit, alors ça c'est aussi une petite astuce, c'est on peut définir en fait dans la configuration le fait que un paquet ou une trame appartienne à un groupe de QoS. Donc c'est comme si on mettait une petite étiquette où on écrit dessus un numéro de 1 à 99. C'est une étiquette qui va suivre l'information sur le chemin à travers tout l'équipement, mais qui ne sortira pas sur le réseau, puisqu'elle n'est pas comprise dans l'entête. Donc vous voyez, hein, on fait 7 QS group 8, et après il y aura éventuellement un traitement. Sinon, le marquage, très classiquement, le marquage du champ IP se fait en 7 IP DSCP ou précédence. Précédence, c'est plutôt l'ancienne forme en fait. Alors, donc, une chose qui est évidemment changeante
par rapport à ce qu'on connaissait sur les catalystes, les switch catalystes d'ancienne génération, c'est toute la partie mapping. C'est-à-dire que on réalisait sur les anciens switches, c'était dans une ligne de commande assez comment dire, cryptique, MLS, QoS, cause DSCP map, etc. Et puis derrière, il y avait plein de chiffres qui se suivaient. Là, ça a été mis de manière un peu plus lisible. Alors il y a une petite erreur dans le slide. En fait, on peut regrouper des types de classes en utilisant les classes map. Ici, c'est cos égale 0, marqué comme DSCP égale 2. Donc, on commence par, en fait, l'idée là, c'est on commence à définir une table de traduction, donc table map traduction, map from 0 to 2, ça veut dire que en entrée, on a un 0, en sortie, on va se trouver avec un 2. Et cette table, en fait, doit être appliquée par rapport à une classe. Donc, on va dire, dans une policy, j'ai un certain traitement, et les paquets, les trams qui vont appartenir à la classe défaut, eh bien, on va leur appliquer la traduction. Ça veut dire, si le cos est à 0, à ce moment-là, on va mettre, si sur la trame Ethernet, le cos est à 0, à ce moment-là, le champ DSCP du paquet IP correspondant, on va le mettre à 2. Donc ça permet de faire un peu cette traduction. Ce qui permet par exemple, si vous avez un téléphone ou un interphone qui génère des trames avec un cos de 5, vous n'avez pas besoin de faire une reconnaissance très complexe du protocole derrière. Il vous suffit juste de faire une traduction de cette manière-là. Alors, donc, le traitement policing. Donc, je vais peut-être aller de manière un petit peu plus rapide, parce qu'il y a encore un certain nombre de choses à voir. Donc, le traitement du trafic est classifié, il peut se faire de plusieurs façons. Donc, en travaillant sur la bande passante, sur les options de policing, la priorité stricte, le paramétrage de mise en fil, et puis le remarquage, c'est ce qu'on a vu des champs COS ou des SCP, et la mise en forme du trafic, le shaping. Donc, traitement policing. Juste après, voilà. Pour attribuer de la bande, on va attribuer par exemple, ici avec cette ligne de commande, bandwidth percent 50, on va attribuer 50% de la bande passante au trafic qui correspond à la classe limitée. Il est possible aussi de définir cette bande passante en kilobits par seconde avec la ligne de commande qui est juste en dessous. Bandwidth kilobits par seconde 1000. Donc encore une fois, la bonne pratique, c'est de ne pas attribuer plus de 75% de la bande passante disponible sur un lien. Si votre lien il vous est donné pour 1 mégabit par seconde, il ne faut pas attribuer plus de 750 kilobits par seconde. C'est une bonne pratique. C'est pas une... Ensuite, alors on a quelque chose qui vient de l'ancien, disons sur les anciennes technologies, genre frame relais ou ce genre de choses-là. En fait, on a ce qu'on appelle du policing de trafic, c'est-à-dire qu'on veut garder le flux dans un certain gabarit. Quand on dit gabarit, ça veut dire, en fait, c'est une forme. C'est un peu ce qu'on avait vu au départ avec la grande vague et les 6 petites vagues. Hein. Ça veut dire que là par exemple, on a un trafic
PIR. Donc c'est le trafic maximum possible donné sur une interface. Donc là, par exemple, on va vouloir qu'au maximum, on ait 128 kilobits par seconde. Et on dit que en cas de congestion, mon débit souhaité, ça va être du 64 kilobits par seconde. Voilà, donc ça pose un peu le cadre. Et là-dedans, on va rajouter deux valeurs qui sont le BC, le Committed Burst, et le Excessive Burst, qui vont être en fait des paramètres qui vont permettre de gérer la taille des pics, c'est-à-dire le nombre d'informations que vous allez envoyer à un moment donné, et puis éventuellement, qu'est-ce qui se passe quand vous en envoyez trop, et comment ça va être réparti au moment de l'envoi. Donc voilà, ça permet comme ça de passer de X à des petits X, hein, pour pouvoir, disons, avoir un envoi beaucoup plus fluide sur le réseau. Donc c'est une technologie qui est beaucoup utilisée plutôt sur la partie WAN en fait. Ensuite, donc toujours dans le traitement policing, vous avez la priorisation stricte. Donc là c'est assez simple, hein, c'est de dire voilà, pour cette classe, la priorité va être de niveau 1. Donc pour cette file d'attente, je vais avoir une priorité de niveau 1. Ensuite, AutoQS Policing, paramétrage de mise en file. Donc chaque file possède 3 niveaux de déclenchement d'action pour ce qui concerne le drop des paquets. Donc on va dire par exemple une file d'attente, elle va avoir 3 niveaux et chacun de ces niveaux, on va le donner à un DSCP. Ça veut dire que voilà, je vais avoir par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va avoir comme ça chaque DSCP va avoir un niveau de drop. Donc plus vous allez monter, plus le taux de drop va être important. Alors ensuite, sur le paramétrage des buffers, on a vu que chaque file peut se voir attribuer un nombre différent de buffers. Donc ça, c'est la commande qui va permettre d'attribuer ces buffers, ou un QBuffer ratio 20. Et puis on voit donc que la policy map va être appliquée sur une interface. Donc accessoirement, vous voyez là la manière d'appliquer une policy à une interface. Service policy output, donc en sortie, on va appliquer cette policy là. Alors ensuite, donc on a traitement policing, donc action de configuration. Donc là, on reprend un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire le PIR qui va être en fait le maximum qu'on va vouloir sortir, qui va être à 2 mégabits par seconde. On va avoir la valeur en temps de congestion, le committed information rate, qui va être 1 mégabit par seconde. Et puis, si on voit que si on est conforme à ça, on transmet les paquets. Et si on n'est pas conforme, à ce moment-là, on voit qu'il y a différentes actions qui peuvent être prises. Donc, qui vont consister, par exemple, à remarquer le champ DSCP. Ensuite, donc ça va être le traffic shaping. Donc, on peut mettre en place un shaper qui va pouvoir contraindre le flux dans certaines limites. Donc là, par exemple, on décide qu'on va faire une limite à 128 kilobits par seconde. Ok. Alors, ensuite, on voit
Donc ça, on va voir maintenant des choses qui n'existaient pas avant sur l'AutoQS et qui peuvent être intéressantes. Donc, AutoQS, vérification et validation. Pour voir un peu les statistiques du marquage, il va falloir taper plateforme QS marqueur statistique et puis les configurations et le fonctionnement peuvent être vérifiés par show policy map et la valeur de l'interface. On verra à la fin qu'il existe d'autres commandes qui sont aussi très utiles pour permettre de vérifier un peu ce fonctionnement-là. Donc voilà. Là, on a le sondage Q3. D'accord. Alors, je reprends pour le sondage numéro 3. Nous allons l'afficher. Alors, la question, comment s'appelle le champ de QAS pour la trame Ethernet? Si vous voulez cocher la bonne réponse. Et si vous devez quitter l'événement, seulement vous dire que nous allons répondre à toutes les questions directement sur la communauté. Aussi, l'enregistrement sera gardé là. Et il y a une petite enquête qui sera affichée lorsque vous fermerez cette séance. On vous prie, s'il vous plaît, de répondre à cette enquête. Il y a 5 questions et c'est très important pour nous. Merci. Alors, peut-être avant, est-ce que ce serait possible d'aller à l'avant-dernier slide qui s'appelle vérification des opérations de QoS? Voilà. Voilà. On a là, donc je rappelle, un plateforme QoS, marqueur statistique, show policy, INT, etc. Et en fait, il existe, ça on verra à la fin, mais je vais quand même vous en donner un peu la teneur maintenant, d'autres commandes qui sont à base de show platform, hardware, fed, SWI, active et QoS. Donc vous avez aussi tout un tas de commandes qui permettent de voir dans le matériel en fait pour pouvoir vérifier le fonctionnement de la QoS. Et ça c'est vraiment très pratique. Bon, on verra. Donc maintenant la partie 6, donc ça normalement ça ne devrait pas prendre trop de temps, c'est ce qu'on appelle le WRID. On peut le faire en 2 minutes? 2 minutes, l'idée c'est il faudrait aller à la page où il y a marqué AutoQS, autre opération WRID 5. Encore? Bon. Parce qu'en fait, tout ça, ça donne un peu la théorie, mais je voudrais vraiment montrer un exemple pratique pour être plus clair. Donc c'est la partie 5. Voilà, c'est ici, c'est très bien. Donc comment marche WRID? En fait, il utilise un algorithme qui s'appelle AFD, Approximate Fair Drop, qui détermine la probabilité d'éliminer un paquet. Donc par exemple, on va avoir ici deux familles de qualité de service, COS 0 et 1 et COS 2 et 3. On veut éliminer, s'il y a une congestion, en fait, on veut éliminer plutôt COS 0 et 1 que 2 et 3. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attribuer par configuration des poids à ce trafic. Et là, on va dire, par exemple, cos 0,1 minimum 20, maximum 30. On fait une opération qui détermine le poids, vous voyez, c'est une moyenne. Et puis la probabilité se fait en prenant l'inverse de cette moyenne, donc 0,4. On fait la même chose pour cos 2 et 3. Et là, on va se retrouver avec 0,01428. Donc ça, vous voyez bien que la probabilité de cos de 3, elle est plus faible que de cos 0. Donc ça veut dire que quand on va avoir en fait un besoin de dropper des paquets, on va plutôt dropper dans les 0,1 que dans le 2,3. Et c'est ce qu'on retrouve
Alors, slide d'après. Donc là, j'ai fait une petite variation en fait, c'est-à-dire que j'ai voulu montrer la même chose mais avec des SCP. Donc vous voyez, c'est Random Detect DSCP Based et Random Detect DSCP, donc CS1, ce qui va correspondre à COS 1, COS 01, personne 10 et 20 qui vont être les deux valeurs qu'on a vues au-dessus, et puis DSCP CS2, personnes 20 et 30. Voilà. Donc ça va être appliqué en sortie de l'interface. Voilà. Donc le slide, on va faire les 2 slides suivants et puis là il y en a pour 2 fois 30 secondes. Donc là, voilà. Donc là il y a les opérations de vérification qui sont importantes parce que c'est ce qui était compliqué avant avec la QS, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de choses qui permettaient de sur les anciennes versions, en fait c'était pas facile. De voir des choses. Là, c'est beaucoup plus facile avec ça. Et puis, le dernier slide d'après, les références. Donc, tout ça, c'est des choses que je vous recommande de lire. Donc, il y a le CRND4, le guide de configuration. Il y a un bouquin qui est assez bien fait, même s'il est assez ancien, c'est Cisco DQS de Odom et Cavano. Voilà. Et puis, à la fin, vous avez le plus intéressant, donc ça, ce qui va vous permettre, là vous avez eu en fait une présentation disons, vraiment à vol d'oiseau un peu global, avec des points de repère, et vous allez pouvoir vraiment voir ça de manière beaucoup plus appliquée au niveau de la documentation Cisco Catalyst 9000, Switching Platform, QS and Queuing White Paper. Je vous ai donné la date, c'est sur le site web Cisco. Donc avec ça, c'est le début d'un travail pour ceux qui débutent, de prendre en compte la qualité de service sur vos réseaux. Je remercie Alain pour cette présentation et puis je vous présente aussi les résultats du dernier sondage. Nous en parlerons directement sur la communauté. Nous afficherons les bonnes réponses pour ne pas vous faire attendre davantage. Alors, merci Alain pour cette présentation. Nous espérons qu'elle vous aura permis une meilleure compréhension de l'utilisation de l'AutoQS dans le déploiement de suite Cisco de la famille Catalyst 9000. Alors, l'approche que tu as faite cible non seulement les plus avancés, mais aussi les nouveaux arrivés en routing switching. J'espère que cela vous ait plu. Et puisque nous n'aurons pas de temps pour les questions, on vous rappelle que nous aurons l'événement Ask Me Anything ou Demandez-moi n'importe quoi. Cette foire aux questions sera ouverte jusqu'à ce vendredi 14 février. C'est déjà disponible. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez cliquer sur ce lien. Il sera aussi affiché sur la page de l'événement si vous voulez poser des questions qu'on n'a pas récupérées. D'accord? Et puis, vous pouvez les savoir, nous avons d'autres communautés et aussi, nous sommes présents dans les réseaux sociaux. Si vous nous cherchez, vous pouvez vous informer pour suivre nos annonces. Alors, l'enquête qui sera affichée, ça prend 5 secondes à remplir. Je vous demande, je vous remercie d'avoir été aussi patient. On a eu vraiment des problèmes avec le son. On s'en excuse. Et puis, nous devons clôturer cette séance. Alors, merci beaucoup. Et bien sûr, à la prochaine. Restez attentifs à nos prochains événements. Et puis, au nom de toute l'équipe.